J'ai entendu mon badge heurter le sol alors que le vigile fermait la grille devant moi. Et ce n'était que le début. J'ai commencé à me demander quand tout avait vraiment commencé. Pas le jour où j'ai signé mon premier contrat, ni la nuit glaciale où je suis resté seul dans la salle des serveurs, empêchant une panne majeure pendant que tout le monde buvait du champagne à la soirée de Noël. Non. Tout a commencé 4 jours avant ma retraite. Un lundi comme les autres, ciel clair, RER fluide. J'étais en chemise repassée, veste grise, chaussures cirées. 29 ans de routine. On devient une pièce de la machine. Invisible mais indispensable. À 7h42, j'ai reçu un mail. Objet. Entretien RH. Urgent. J'ai cru à un détail administratif, une dernière formalité. Peut-être un mot de remerciement, une poignée de main symbolique, une plaque en métal à mon nom. J'étais naïf. Je croyais encore que 30 ans de loyauté voulaient dire quelque chose. Le bureau des ressources humaines était vide. 3 chaises en plastique, un néon qui clignotait, et une chemise cartonnée posée au milieu de la table. Anne, la nouvelle DRH, à peine 30 ans, me fit signe de m'asseoir. Elle ne me regarda pas dans les yeux. « Monsieur Léonard, je suis navré. En raison d'un recentrage stratégique, votre poste est supprimé, avec effet immédiat. » Je suis resté figé. Les mots n'arrivaient pas. Supprimé, comme un fichier, un objet. Il reste 4 jours avant ma retraite. J'ai déjà lancé les démarches, tout est validé. L'entreprise respectera ses obligations légales, dit-elle en me tendant la chemise. Il vous suffit de signer ici. Et là, ma main a tremblé. J'ai vu mon nom, imprimé noir sur blanc. Et en dessous, une date. Fin de contrat. Aujourd'hui. J'ai reculé la chaise sans répondre. Le couloir m'a paru plus long. J'ai croisé des collègues. Personne n'a levé les yeux. Comme si j'étais déjà mort. J'ai tenté de passer mon badge au tourniquet. Rouge. Accès refusé. Le vigile m'a évité du regard. Désolé, monsieur Léonard. Ordre du siège. J'ai donné 29 ans de ma vie ici. Je sais, je suis désolé. Mon badge a glissé de mes doigts. Il a heurté le sol dans un bruit sec. Le plastique s'est fendu. Je n'ai pas pris le métro tout de suite. J'ai marché au hasard, le long des quais, jusqu'à ce que mes jambes n'en puissent plus. Je me suis assis sur un banc. Autour de moi, Paris continuait de tourner. Mais moi, j'étais arrêté. Le soir, ma fille Élise m'a ouvert la porte. « Papa, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils m'ont viré. » Elle est restée figée, une casserole à la main. Le silence est devenu insupportable. Et dans cette cuisine qui sentait encore le thym et l'huile chaude, j'ai murmuré « Pourquoi maintenant ? Pourquoi juste avant la fin ?» Elle n'avait pas de réponse. Moi non plus. Mais cette nuit-là, quelque chose a basculé. Et si ce n'était pas une erreur ? Et si c'était volontaire ? Je n'en avais encore aucune preuve. Mais la question allait me hanter. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube. Le corps suivait encore l'habitude, même si l'horloge de pointage ne biperait plus jamais pour moi. Je suis resté assis longtemps dans la cuisine, devant une tasse de café froid, à fixer la chemise que j'avais portée la veille. Elle gisait sur une chaise, froissée, inutile. Comme moi. Élise est passée, les cheveux en bataille, la voix encore endormie. « Tu veux que je les appelle ? Un avocat ? Un journaliste ? Quelqu'un ? » Je n'ai rien répondu. Pas encore. J'étais encore en train d'espérer que c'était juste une erreur, un bug administratif. Peut-être un oubli dans le système. J'ai ouvert la chemise cartonnée que la RH m'avait tendue. Tout y était. Lettre de licenciement, calcul d'indemnité, courrier de remerciement. Et surtout, cette ligne. Ancienneté reconnue. 28 ans et 4 mois. J'ai failli rire. Un rire sec, vide. Ils avaient effacé plus d'1 an de ma carrière, comme si je n'avais jamais existé pendant ces mois-là. Pourtant, j'avais des preuves, des fiches de paie, des tickets d'entrée, des emails archivés. J'ai composé le numéro de Gérard, un ancien collègue parti à la retraite l'année dernière. « Gérard, tu te rappelles quand t'as pris ta retraite ? T'as eu des problèmes avec les papiers ? Non, pourquoi ? Ils viennent de me virer. 4 jours avant la mienne. Et ils disent que j'ai pas assez d'ancienneté. » Silence. « T'es pas le premier, Léonard ? Comment ça ?
Tu te souviens de Thomas des stocks? Pareil. Et Claire au SAV, parti 3 jours avant, toujours sous prétexte de réorganisation. Mais il n'y a jamais eu de poste supprimé. Et personne n'a rien dit? Certains ont tenté. Mais seul, on n'est rien. Cette phrase m'a glacé. Seul, on n'est rien. Je l'ai répétée dans ma tête. Puis j'ai pensé à Anne, la DRH. Son ton mécanique, ses yeux évitant les miens. Elle savait. Elle exécutait. J'ai appelé une autre vieille connaissance, Sophie, ancienne responsable RH, poussée dehors 2 ans plus tôt. Sophie, j'ai besoin de ton aide. Ils viennent de me dégager, et mes années ne correspondent pas. T'as déjà vu ça? Elle a soupiré longuement. Oui, ils le font depuis un moment. Ils disent que certains dossiers papier sont non vérifiables s'ils ne sont pas numérisés. Alors ils les ignorent. Ils effacent des mois, parfois des années. Et comme beaucoup de gens ne remarquent rien ou n'osent pas se battre, tu savais, je m'en suis rendu compte trop tard. Et quand j'ai voulu protester, ils m'ont poussé vers la sortie. J'ai raccroché. Le sang me battait dans les tempes. J'ai ouvert une vieille boîte métallique où je gardais mes archives perso. J'y ai retrouvé mon premier badge, une photo de groupe datée de mon embauche, des courriers internes, des plannings imprimés, des preuves. J'ai commencé à tout trier, scanner, classer. Élise m'a aidé, silencieuse. Puis elle a murmuré. « Papa, et si on allait plus loin? Tu veux dire? Porter plainte ?» Elle a hoché la tête. Pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux non pas de l'inquiétude, mais de la détermination. Le soir, on est allé boire un café dans le quartier de mon ancien bureau, dans un troquet où se retrouvaient souvent d'anciens de l'entreprise. Là, j'ai vu Karim, ex-technicien de maintenance, le regard dur. « On t'a viré aussi ?» J'ai raconté. Il a hoché la tête. Moi, c'était pareil. Une semaine avant. J'ai rien pu faire. Tu te souviens combien d'années ils t'ont reconnu? 30, mais j'en avais 32. Je l'ai noté. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas un cas isolé. C'était une stratégie. Je suis rentré avec une boule au ventre, mais aussi une conviction nouvelle. Ils avaient piétiné mon travail, mon temps, ma loyauté, et j'allais tout faire pour le leur faire payer. Le lendemain matin, j'ai enfilé une chemise propre, passé un coup d'eau sur mon visage et imprimé tous les documents que j'avais retrouvés. Bulletin de salaire, ancien planning, lettres internes. J'ai même joint une photo de l'équipe de maintenance prise en 2001. Chacun de nous portait un gilet fluo avec son nom cousu sur la poitrine. Le mien y était. Preuve vivante. Puis, j'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit du travail. Ma fille m'a accompagné. Ma voix tremblait un peu au début, mais plus je déroulais les faits, plus elle se raffermissait. Maître Delcourt m'écoutait en silence, annotait chaque date, chaque nom. Quand je lui ai montré les documents, il a levé les yeux vers moi. « Vous réalisez ce que vous tenez là? Ce n'est pas un simple litige. C'est potentiellement une fraude à grande échelle. Et vous croyez qu'on peut faire tomber tout un système avec ça? Si on s'y prend correctement, oui. » Il m'a expliqué les démarches. Porter plainte auprès de l'inspection du travail, alerter la caisse de retraite et surtout, constituer un dossier solide. Il m'a conseillé de rassembler d'autres témoignages. Plus on serait nombreux, plus la pression serait forte. Je suis sorti de son cabinet avec un objectif. Plus seul, plus passif. J'étais passé de victime à témoin. Le soir même, j'ai recontacté Karim, puis Claire, puis Thomas. Certains avaient honte, d'autres étaient en colère. Mais tous avaient une chose en commun, la sensation d'avoir été trahis. Je leur ai proposé une rencontre chez moi, un dimanche, en fin d'après-midi. Nous étions 8. Assis autour de ma table de cuisine, chacun avec sa pile de papier devant lui. On aurait dit une réunion clandestine. Les visages étaient graves, mais déterminés. « Ils ont fait pareil avec moi, » dit Claire. Et je n'ai jamais osé parler. « Moi, ils ont effacé 2 ans, 2 années entières, » lança Thomas. Sophie, l'ancienne RH, était là aussi. Elle avait apporté un vieux disque dur contenant des archives internes. Elle le posa sur la table comme une arme. Là-dedans, vous trouverez des échanges de mails,
des fiches d'évaluation, des tableaux de suivi, des preuves que certaines données ont été modifiées. Volontairement. Le silence fut total. On sentait que quelque chose basculait. Si c'est vrai, dit Claire, on peut peut-être faire éclater ça. Pas peut-être, répondis-je. On va le faire. Le lendemain, nous avons déposé une plainte collective à l'inspection du travail. Maître Delcourt s'est chargé de tout formuler juridiquement. Dans les jours suivants, nous avons contacté un journaliste spécialisé dans les scandales sociaux. Je ne vous garantis pas que ça fasse du bruit, dit-il. Mais je peux promettre que je creuserai. Pendant ce temps, Élise m'aidait à créer un dossier numérique complet. On y entrait chaque cas, chaque élément de preuve, chaque nom. Elle était silencieuse, concentrée. Puis un soir, elle m'a dit « Tu sais, papa, c'est peut-être la chose la plus importante que tu aies jamais faite. » Je n'ai rien répondu. Mais au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Tout a explosé plus vite qu'on ne l'aurait cru. 4 jours après le dépôt de notre plainte collective, j'ai reçu une lettre recommandée de la société. Un courrier sec rédigé par leurs avocats. Nous vous mettons en demeure de cesser toute diffusion de documents internes. À défaut, des poursuites seront engagées pour diffamation et vol de données confidentielles. Je me suis senti étouffé. C'était leur riposte. Ils me menaçaient, moi, le même homme qu'ils avaient effacé du système comme un chiffre en trop. Je suis allé voir Maître Delcourt avec la lettre. Il a haussé un sourcil. Classique. Intimidation. Ils veulent de vous faire reculer avant que l'affaire ne prenne. Et si je recule pas? Alors ils paniqueront. Mais le coup de grâce, ce n'était pas la lettre. C'était ce qui est arrivé 2 jours plus tard. Mon compte bancaire a été bloqué pour vérification d'identité inhabituelle. Mon allocation de chômage suspendue en attente de clarification de statut. Et, plus vicieux encore, ma mutuelle complémentaire a été résiliée sans préavis. Le même jour, j'avais rendez-vous chez le kiné pour mes douleurs lombaires. J'ai dû annuler. Je me suis senti misérable, fatigué, vieux. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté sur le canapé, dans le noir. Élise s'est levée vers 2 heures du matin, m'a trouvé là, assis, immobile. « Papa, ça va pas, hein ?» Je n'ai pas répondu. J'ai regardé mes mains. Des mains qui avaient câblé des kilomètres de réseau, réparé des dizaines de serveurs, tenu cette foutue boîte debout pendant presque 3 décennies. Et voilà où j'en étais. Bloqué, malade, menacé. Ils vont gagner, soufflai-je. Non, ils veulent que tu penses ça. C'est pas pareil. Ces mots m'ont frappé en plein ventre. Le lendemain, j'ai pensé à tout laisser tomber. Vraiment. Arrêter les démarches, rendre les documents, effacer les mails, disparaître. Mais quand j'ai ouvert mon ordinateur pour tout supprimer, une notification est apparue. Un message du journaliste. « On a quelque chose. Vous devriez voir ça. » J'ai cliqué. Un fichier audio. J'ai branché mes écouteurs. La voix d'Anne, la DRH, en réunion. Elle disait « Si on attend qu'ils atteignent la retraite, ça va nous coûter une fortune. Il vaut mieux agir en amont, avant qu'ils ne soient en position de force. » Une autre voix répondait « Légalement, on risque quoi ?» Et Anne, calme. « Pas grand-chose, ils n'iront jamais jusqu'au bout. » Je me suis redressé. Mon cœur battait fort. Il pensait que je n'irais pas jusqu'au bout. J'ai rappelé Maître Delcourt. Je lui ai envoyé l'audio. Il a écouté en silence, puis dit « C'est terminé, on les tient. » Le soir même, Élise m'a tendu une planche en bois clair. On pourrait reprendre l'étagère, tu sais, celle qu'on voulait faire pour mes livres. J'ai souri pour la première fois depuis longtemps. Oui, on pourrait. Je n'étais plus juste un ancien salarié licencié. J'étais devenu leur erreur. Tout s'est accéléré. Le journaliste a publié un article en une d'un grand quotidien économique. Des employés licenciés juste avant la retraite, une stratégie assumée. Mon nom était là, flouté mais cité comme témoin principal. L'audio de la DRH a été transcrit en intégralité. L'affaire ne pouvait plus être étouffée. 2 jours plus tard, une enquête a été ouverte par l'Inspection générale du travail. Le procureur de la République a été saisi et la caisse de retraite complémentaire a suspendu toute collaboration avec l'entreprise. Les chaînes d'infos ont repris le sujet. Sur les plateaux, les experts débattaient.
Certains parlaient de pratiques immorales mais légales. D'autres disaient « Si les faits sont avérés, c'est du sabotage de droits sociaux ». Moi, je restais en retrait. Je bricolais. La planche d'Élise était devenue une étagère en chêne brute. Je vissais, ponçais, mes mains retrouvèrent leur calme. Mais chaque soir, je recevais des appels, des mails, des messages de gens que je ne connaissais pas. « Bonjour monsieur. Mon père a vécu la même chose que vous. Il n'a jamais osé parler. Merci d'avoir tenu bon. On vous suit. On est avec vous. » J'ai commencé à noter tous les cas. Un tableau Excel. Chaque ligne, un prénom. Une vie entamée, coupée nette. Pendant ce temps, l'entreprise contre-attaquait. Un communiqué officiel. Nous réfutons fermement les accusations portées à notre encontre. Les départs anticipés résultent exclusivement de besoins structurels. Mais les preuves étaient là. Le journaliste en avait d'autres. Un ancien comptable de l'entreprise avait pris contact avec lui. Il possédait des relevés internes montrant les économies projetées en éviction senior. Nous étions passés d'une plainte isolée à une faille dans un système. Un vice parfaitement huilé, froid, optimisé. Puis, une convocation. Le Sénat organisait une audition publique sur la question des licenciements stratégiques en fin de carrière. J'ai été invité à témoigner. Je me suis rendu à Paris, accompagné d'Élise. Elle m'a acheté une cravate neuve. J'ai mis ma plus belle chemise. Pas pour paraître important, mais pour qu'ils voient ce qu'ils avaient tenté d'effacer. Dans la salle, des visages attentifs. Caméra, microphone, silence dense. « Monsieur Léonard, depuis combien d'années travaillez-vous dans votre entreprise ?»« 29 ans et 11 mois. »« Et que s'est-il passé à 4 jours de votre retraite ?»« J'ai été licencié. Mon temps de service a été amputé de 16 mois. Mon dossier falsifié. Mon accès bloqué. Mon badge jeté. » Une sénatrice a murmuré « C'est un vol. » J'ai continué. Raconté les collègues, les fichiers effacés, les lettres de menaces. Et le moment où, au bord de tout abandonner, j'ai reçu cette preuve. L'audio, la vérité nue. « Pourquoi avez-vous décidé de vous battre ?» a demandé un député. J'ai regardé Élise. Elle hochait la tête, les yeux humides. Parce qu'un jour, ma fille m'a dit que c'était peut-être la chose la plus importante que j'avais jamais faite. Silence. Long. Respectueux. Je n'étais pas un héros, ni une victime. J'étais devenu une fissure, une voix qu'ils n'avaient pas réussi à éteindre. Et cette voix, désormais, n'était plus seule. Ils avaient construit une forteresse. Des avocats en costume, des discours calibrés, des silences millimétrés. Chaque apparition publique de l'entreprise ressemblait à une opération militaire. Langage lisse, éléments de langage, déni poli. Ils disaient coopérer pleinement. Ils disaient que chaque décision avait été durement réfléchie dans un contexte de transition. Mais derrière leur vitrine de verre, la pression montait. Un matin, Maître Delcourt m'appela. « On a du nouveau. Le parquet ouvre une enquête pénale. Travail dissimulé, falsification de documents, abus de faiblesse. Et on a un juge d'instruction motivé. » Je n'ai rien répondu tout de suite. Mon souffle était court. J'étais dans l'atelier, en train de fixer une planche. Mes doigts ont serré la visseuse comme un symbole. « Et maintenant ?» demandai-je. « Maintenant, on construit le dossier final. Il faut tout verrouiller. Et on va devoir retourner sur place. Retourner. Là-bas. » Je n'y avais pas mis les pieds depuis le jour du licenciement. Mais j'ai accepté. Accompagné de l'huissier, du journaliste et de Sophie, l'ex-RH. Nous sommes arrivés devant les grilles. L'accueil était glacial. On nous a laissé entrer, contraints par la justice, les regards fuyants. Personne ne parlait, mais dans les couloirs, je sentais leur peur. Pas la peur de moi, la peur d'eux-mêmes. Dans une salle d'archives, Sophie a pointé une étagère. Là, dossier papier non numérisé. Ils prétendaient qu'ils avaient disparu. L'huissier a vérifié. Les noms y étaient, les miens, ceux des autres, des traces indélébiles. Je suis resté en retrait. Je regardais les classeurs, les vieilles pochettes Kraft, jaunies, un peu poussiéreuses. Chacune contenait une histoire qu'ils avaient tenté d'effacer.
À la sortie, j'ai croisé Anne. Elle n'a pas dit un mot. Moi non plus. Mais nos regards se sont accrochés. Elle savait que c'était fini. Et moi, j'ai su que je ne lui en voulais pas. Pas vraiment. Je lui en voulais d'avoir cru qu'on pouvait réduire des vies à des colonnes Excel. Le soir, j'ai terminé l'étagère. Élise a rangé ses livres dedans, en silence. Puis elle a dit « Tu as reconstruit quelque chose, papa ?» J'ai hoché la tête. Pas seulement une étagère, une place dans le monde. Le procès s'est ouvert un matin de novembre. Froid sec, ciel sans couleur. Le tribunal était plein. Journalistes, anciens salariés, syndicats. Moi, assis au premier rang, costume sobre, main crispée sur mon dossier. Face à moi, la direction, Anne, le PDG, le conseiller juridique. Tous raides, figés, comme des statues dressées sur les ruines de leur propre empire. Le juge a parlé. Nous sommes ici pour examiner des faits graves, licenciements abusifs, falsification de données, dissimulation de droits sociaux. Puis les témoignages ont commencé. Claire a raconté son renvoi brutal. Karim a montré ses fiches de paie incomplètes. Sophie, avec une voix plus ferme que jamais, a déclaré « On m'a demandé d'effacer des mois entiers de carrière, noir sur blanc. J'ai refusé. Ils m'ont mise dehors. Puis ce fut mon tour. Je me suis levé. J'ai regardé le juge, puis la salle. Et j'ai dit simplement « Ils pensaient que je ne dirais rien. Que j'étais trop vieux, trop seul, trop fatigué. Mais ils ont oublié que je n'étais pas seul. Que derrière chaque dossier supprimé, il y a une fille, un fils, une mémoire. Et cette mémoire-là, on ne l'efface pas. » Le silence dans la salle était lourd. Et quand j'ai terminé, j'ai vu Anne baisser les yeux. Le PDG, lui, s'est levé, a tenté de minimiser, de parler de contexte économique. Mais plus personne n'écoutait. La vérité avait déjà parlé. Et elle avait une voix. La lumière traversait doucement les lames du volet. Dans l'atelier, l'odeur du bois fraîchement poncé flottait dans l'air. Je vissais la dernière étagère, lentement, sans hâte. Chaque geste avait sa place, chaque vis, sa mémoire. Dans un coin, Élise lisait, jambes croisées, dos appuyé contre le mur. Elle ne disait rien. Elle n'avait pas besoin. Quelques semaines plus tôt, le jugement était tombé. Condamnation, sanctions financières, reconnaissance des droits effacés. La presse en avait parlé. Des collègues m'avaient remercié. Des inconnus avaient écrit. Mais moi, je n'étais pas monté sur les marches du tribunal. Je n'avais fait aucun discours. Je n'avais pas levé les poings. Je voulais juste finir cette étagère. Quand elle fut enfin debout, droite, solide, Élise s'approcha. Elle posa une photo sur la première planche. Moi, en bleu de travail, il y a 25 ans, devant l'immeuble de l'entreprise. Je l'ai regardée en silence. Puis j'ai fermé les tiroirs, nettoyé la sûre. Quelqu'un a frappé à la porte. Je n'ai pas bougé. Le vent est passé par la fenêtre entr'ouverte à effleurer mon épaule. Et j'ai compris. Tout ce qui comptait était encore là.